chez moi, là-bas, dans le Léon, on fait beaucoup de plats en sauce. On faisait. Maintenant, moins, je pense. Du ragoût, des traits. Oui, qu'est-ce qu'il y avait encore la blanquette, c'est quand il y avait vraiment un veau à la maison qui avait été tué. La langue de bœuf. La langue de bœuf, ah oui, ça, on faisait beaucoup. Hein. Ma mère fait souvent. Ma mère fait souvent ça, toujours. Ça, c'était le plat de fête, quoi, déjà. C'est une cuisine traditionnelle, hein. Oui. Moi, nous, on fait souvent. Le Maroc, c'est que ça. C'est que des plans en sauce. Oui, bah oui. C'est pour ça. Du pain, plan en sauce. Allez, tu grossis. Je me suis installé en agriculteur en 1992, en reprenant l'exploitation d'un voisin agriculteur qui cessait son activité. Et en 1996, mon père est parti à la retraite, donc j'ai pris le reste de l'exploitation. Je suis passé d'une exploitation avec de l'élevage laitière, après élevage de vaches allaitantes, et en 2003 j'ai arrêté les vaches allaitantes, en 2007 les vaches laitières. Donc désormais je suis sur une exploitation de grande culture, voilà, sur 200 hectares. On assiste à un phénomène depuis 1992, c'est que les primes PAC descendent. Les cours mondiaux sont montés très haut, redescendus très bas et sont maintenant fluctuantes, on va dire dans un milieu quelque chose de médian, quoi, hein, un peu étal et médian. Et puis on a des charges qui explosent. Donc, ce qui fait que finalement le revenu, ça fait par exemple quelques années qu'on ne peut plus vraiment mettre d'argent de côté pour refaire les trésoreries. On est un peu en flux tendu, voilà. Donc tout ça, ça faisait partie d'un plan d'ensemble, hein, où il a fallu moderniser l'agriculture. Et donc les missions de la PAC étaient là. Au début, alors c'est pas la PAC que l'on connaît qui a été instaurée en 92, mais au début de la PAC, c'était véritablement ça. Au sortir de la guerre, pouvoir assurer l'autosuffisance de la population. Et puis après, progressivement, l'autosuffisance étant là, on est allé vers l'agroalimentaire et l'export, et donc nous amener finalement à être les pourvoyeurs de l'industrie, quoi. C'est un peu ça. C'était, pour les politiques de l'époque, dire on investit un bon coup dans la modernisation de l'agriculture, et au bout d'un moment, les agriculteurs seront suffisamment performants, ils n'auront plus besoin d'argent public, et ils auront des tailles critiques qui leur permettront de vendre leurs produits pas chers, et on aura à la fin une alimentation de qualité, une alimentation standardisée pour le consommateur, toute la population qui aura quitté l'agriculture, elle pourra être occupée par l'industrie, l'artisanat et autres. Un certain nombre de systèmes agricoles sont fortement dépendants de la politique agricole commune. Moi, très concrètement, on est installés tous les deux avec ma femme sur la ferme. C'est au final l'équivalent notre revenu au SMIC à deux que représentent les aides sur ma ferme. Et en gros, le reste, c'est pas dans notre poche, ça sert à financer la reprise de l'exploitation, l'investissement matériel. Enfin voilà, sans la PAC, clairement, on ne pourrait pas vivre. On diminue le nombre de travailleurs dans l'agriculture, on concentre, ils font plus de surface, plus d'animaux par actif. Et puis derrière, on leur donne des aides pour les rassurer, pour les inciter à se moderniser. Et au final, ils vivront comme ça. Et puis, quand il n'y aura plus besoin d'aide, on retirera les aides. On se rend compte aujourd'hui, et c'est pas nouveau, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des rapports qui sont notamment faits par l'Institut national de la recherche agronomique, qui montrent clairement que sans aide, c'est tout le système qui s'effondre aujourd'hui. Le budget que l'État français consacre à l'agriculture est supérieur à 17 milliards d'euros, dont plus de 8 milliards d'euros sont directement versés à certains producteurs par l'intermédiaire de la politique agricole commune pour conforter leurs revenus. Ces aides participent grandement à la constitution du capital nécessaire à la production. Machines, bâtiments, cheptels, terres et aujourd'hui robotisation et informatisation. Cette année encore, pour un producteur sur 3, ces aides sociales sont à la fois indispensables et insuffisantes, puisqu'il leur reste pour vivre moins que les minima sociaux.
aucune évaluation de l'efficacité de cette politique n'a été faite depuis 1962, année de sa mise en place. La question de savoir est-ce que nourrir tout le monde, c'est un objectif, ou est-ce que c'est l'objectif du paysan, ou c'est l'objectif de quelqu'un extérieur au métier, ça c'est récent, c'est des questions très récentes. On est quelques-uns, pas très nombreux, à s'être posé la question au fur et à mesure du temps, en constatant que devant nous, quand on faisait de la vente directe, on avait la plupart du temps toujours les mêmes personnes, abonnées aux mêmes journaux, avec les mêmes voitures, les mêmes types d'habitations, la même classe d'âge, etc. Et surtout qu'on avait d'autres qu'on ne voyait jamais. La question est venue assez vite de comment se nourrissent les gens qui ne viennent pas chez nous. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout le système alimentaire qui conditionnait mes pratiques et que chercher à faire évoluer mes pratiques environnementales sans se poser la question du modèle alimentaire et de la question de l'accès à l'alimentation derrière était un peu un vœu pieux. Et donc, il fallait forcément décrypter et voir comment essayer de comprendre pour tenter, voire même de voir s'il y a d'autres manières de faire pour être plus en phase entre ce que le citoyen consommateur veut et ce que le citoyen paysan voudrait aussi, mais il reste la réalité de l'acte d'achat et la réalité de l'acte de production qui est souvent très éloignée de ce qu'on veut. On a constaté là des choses qu'on ignorait, qu'il y avait des gens qui nous l'ont dit, des gens qui se nourrissaient, une femme et ses 2 enfants avec 100 €. Alors moi je crois que c'était 100 € par semaine, mais c'était 100 € par mois. Et encore c'était les bons mois. Tu vois, il lui restait entre 80 et 100 € pour se nourrir elle et ses 2 enfants. Donc c'est assez courant apparemment aujourd'hui encore. Hein. Mais à l'époque moi je ne savais pas. Et je pense qu'il y avait la grande majorité des agriculteurs, y compris les plus proches d'entre eux, qui ignoraient complètement cet état de fait là. Et qui ignorent encore le rapport qu'il y a entre l'agriculture et ça, entre le mode de production qu'on a choisi et cette situation-là économique des quartiers populaires où les gens n'ont comme solution pour se nourrir que la supérette du coin qui parfois, ma foi, encore pas ce qu'il y a de plus mal, et l'aide alimentaire à côté. C'est la crise sociale globale qui fait que la question de l'alimentation reste aujourd'hui plus que jamais un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ont accès à une alimentation de qualité, qui peuvent choisir de manger des super aliments sécurisés, bio, l'alimentation qu'ils souhaitent parce qu'ils peuvent se le payer. Il y en a d'autres qui auront peut-être la même envie, qui se disent que eux aussi, ils aimeraient bien ne pas être intoxiqués par ce qu'ils mangent, mais ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Je pars d'ici à 9h et à 10h, je suis toujours à Supérieur à regarder les prix. Ah si, moi je... T'as un budget quoi pour ça. Ah oui, je n'ai pas le choix, donc... Tu aimes bien faire à manger toi? Non, j'aime pas non plus. Donc mais, non, tu verras quand tu seras seule. C'est comme... Je te souhaite pas, je te souhaite pas. Encore. C'est parce qu'on est seul pour faire cuire un œuf comme ça. Bah je t'ai dit, prends mes enfants. Des œufs sur le plat, comme les envoyer. Bah oui. Si on est tout seul, bon ben... Bah moi j'étais toute seule avec ma première fille et je cuisinais pas. Elle mangeait ses petits pots, donc voilà. Ouais. Je cuisinais pas, je mangeais que... alors pourquoi tu t'étonnes? Bah après maintenant oui, avec les enfants, le mari... Oui mais pourquoi tu t'étonnes que nous ne mangions pas? Bah toutes quand même, il n'y a aucune... Bah non, moi je vois mes parents, ils aiment bien cuisiner quoi. Ils sont à deux. Bah ouais. Bah voilà, oui, déjà, même à deux, tu te fais à manger, t'es toute seule comme une conne avec ton assiette à regarder la télé, les bêtises qu'il y a. Ah, mais moi j'aime bien manger, je pourrais pas. Des fois tu prends l'assiette et tout va à la poubelle. Tu racontes, tu n'as pas besoin de regarder la télé, mais... Si, parce que moi il y a quelqu'un qui me cause. Ah, moi aussi, moi c'est pareil, moi, je peux pas... Le matin c'est la radio. Une compagnie. Autrement, bah oui, autrement c'est lugubre, quoi. Non, mais je pense que l'alimentation, enfin, la situation change aussi l'alimentation, certainement. Parce que on n'est pas motivé, en fait. C'est pas motivant de faire à manger pour soi. À l'heure où en France, 12% de la population est en situation de précarité alimentaire et où 17 millions de Français se déclarent insatisfaits de ce qu'ils mangent, l'alimentation demeure un enjeu majeur dans la vie de la plupart des citoyens. Car se nourrir est bien plus qu'un acte physiologique. C'est aussi et avant tout un puissant moteur d'inclusion sociale. Le lien entre producteurs et consommateurs s'est visiblement effacé de nos mémoires. Alors que la précarité gagne toujours plus de terrain en France et que les producteurs vivent une période sans précédent de chute de revenus agricoles, comment se pose à nouveau la question d'un accès pour tous à l'alimentation?
on a découvert des choses intéressantes parce que on a découvert que l'aide alimentaire qui a été mise sur le tapis, enfin qui existait avant, hein, mais qui a été mis en avant dans les médias à partir de la création des Restos du Cœur, que l'aide alimentaire avait pris une place absolument prépondérante dans cette question-là de comment nourrir tout le monde. Eh bien, si vous n'avez pas les revenus, il y a l'aide alimentaire. Logiquement, la logique voudrait que l'aide alimentaire s'adresse aux situations d'urgence. Et aujourd'hui, on a mis en place un dispositif d'aide alimentaire en France qui ne permet pas aux personnes de sortir de cette situation d'urgence et donc qui s'installe dans cette situation de dépendance d'une filière d'aide alimentaire. Et cette filière-là, évidemment, on se félicite presque tous les ans d'avoir distribué plus de repas que l'année précédente à des personnes en difficulté. On devrait se féliciter de l'inverse et on n'y arrive pas. Je pense que le système aujourd'hui enferme les utilisateurs des dispositifs dans une dépendance dont ils ont beaucoup de mal à sortir. En France, la seule réponse de la politique publique afin de nourrir tout le monde est l'aide alimentaire, qui au lieu d'être une politique d'urgence, est devenue une politique structurelle qui fait partie du mode de production. 8 millions de personnes en bénéficient occasionnellement et 3,5 millions y ont recours de manière quotidienne, sans compter les absents. Pour Coluche, c'était un coup de pouce. Ça devait permettre en hiver de compenser en fait la facture énergétique. Et puis, en fin de compte, donc c'est pour ça que les restos ont l'habitude de faire une grosse campagne d'hiver et pas fonctionner toute l'année. Parce que c'était vraiment une réponse juste aux factures d'électricité. Et hélas, en fait, lui, il pensait que les choses allaient changer, s'améliorer, et il avait une phase 2 qui devait être un levier vers l'emploi, qu'il n'a pas eu le temps de mettre en œuvre. Mais on en est bien loin parce qu'on est toujours dans la phase 1, mais une phase 1 d'urgence qui doit s'élargir avec de plus en plus de personnes qui ont besoin de recourir à l'aide alimentaire en France. Au départ, ce qu'on appelait le PEAD, c'était le plan d'aide aux plus démunis, était un plan qui a été mis en œuvre parce qu'il y avait des surplus agricoles en Europe. C'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus de surplus. Donc, on propose et on distribue des enveloppes financières qui sont ensuite utilisées pour produire et pour fabriquer des produits. Et ça, c'est fait par les grands acteurs de l'agroalimentaire en France. Donc, effectivement, on s'est beaucoup éloigné du produit agricole, oui. Bien sûr. C'est essentiellement des produits transformés. On a une demande de l'industrie qui nous dit voilà, il y a des besoins de telle quantité à telle qualité. On leur fournit cette matière brute. À la limite, si on ne veut pas se poser la question de quel va être le produit qui va être transformé pour faire cette production, on n'est pas obligé de le savoir. Et en face, une crise sociale où régulièrement la question de l'alimentation et du choix, du coût de l'alimentation est le premier élément qui est mis en avant comme contrainte et qui empêche toute marge de manœuvre pour une famille. Donc sachant que moi, si je veux vivre de mon métier et pouvoir adapter mes pratiques et produire de la qualité, ça implique une revalorisation par le prix, a priori. Donc, si on raisonnait simplement, on pourrait dire que le consommateur paye plus cher. Il se trouve qu'il y a pas mal d'intermédiaires entre les deux. Et je pense que c'est plus là qu'est le problème. Quand nous achetons de la nourriture, très peu de l'argent dépensé va dans la poche du producteur. Sur 1 euro de pain, par exemple, seulement 6 centimes parvient au céréalier. Et dans ces 6 centimes, seulement 2 centimes rémunèrent son travail. Il en est de même pour l'ensemble des produits à peu de choses près. Pour autant, les consommateurs ne profitent pas de cette prédation, car depuis 40 ans, les prix de l'alimentation sont restés sensiblement identiques, alors même que les prix payés aux producteurs ont baissé de moitié. Comme le boulot disparaît de plus en plus et que les revenus commencent à s'effondrer, il y a l'aide alimentaire, on l'augmente. Et puis voilà, ça marche comme ça. Et comme l'agriculture et sa façon de faire aujourd'hui participent de l'effondrement économique en détruisant l'emploi, en détruisant les revenus, plus l'agriculture produit, plus on est obligé d'augmenter l'aide alimentaire. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que l'aide alimentaire, on s'est rendu compte que c'était une variable d'ajustement de la production industrielle. C'est-à-dire que les mecs
dans l'industrie, ils sont obligés de produire des grands volumes. Ils ne sont pas sûrs de les vendre. Donc avant, il y avait les politiques de restitution. On envoyait les surplus en Europe de l'Est ou en Afrique. Mais non, c'est, semble-t-il, plus ou moins interdit par les lois du commerce. Donc on le fait en interne, on le fait chez nous. On défiscalise les surplus. C'est formidable, tu fais du don. Mais le don t'enrichit puisque tu défiscalises... Alors, le don t'enrichit toujours normalement, hein, mais pas monétairement en principe. Mais là, oui, le don il t'enrichit monétairement, tu défiscalises. Et c'est des volumes, c'est impressionnant, hein, c'est des dizaines de millions. L'abondance, elle est devenue un problème et du coup, parce que il y a eu une logique de confiscation. Et c'est une confiscation de la ressource, de la graine à l'assiette. Et c'est par rapport à ça que la problématique agricole et la problématique de l'aide alimentaire, elles sont extrêmement liées, puisque finalement, on a des gens qui produisent et qui ne peuvent pas nourrir. Ils sont dans des conditions de production qui ne correspondent pas à ce qu'ils voudraient faire. Et à l'autre bout de la chaîne, on a tout un tas de personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Alors que les produits, parfois, sont même détruits par les agriculteurs parce que le marché ne veut pas les prendre au prix qu'ils ont coûté pour être produits. Donc là, encore une fois, les filets de sécurité, ils ont été retirés au profit du libéralisme. On met tout le monde en compétition, tout le monde en concurrence, de celui qui produit à celui qui doit manger. Et puis, finalement, il faut arriver à sortir son épingle du jeu pour avoir le droit d'accéder au marché d'un côté comme de l'autre. Ceux qui n'accèdent pas au marché, que ce soit parce qu'ils produisent, que ce soit parce qu'ils ont besoin de manger, et ben finalement, on les raye de la carte et on les considère plus. Moi, j'avais pas le droit d'aller au Resto du Cœur. J'en sais rien pourquoi. Oui, parce que j'étais... Voilà. Alors, ils me disaient, bon, on vous laisse cette fois-ci, et puis voilà. Le banque alimentaire, tout ça, je n'avais pas le droit non plus. Il y a des quotas, c'est vrai. Il y a des quotas. Oui. Tu présentes ta feuille d'impôt. Oui, j'avais tous les papiers. Oui, c'est ça, mais t'es obligé de justifier avant d'avoir... Justifier, oui. Et c'est Valérie qui était avec moi. Elle me dit, mais quand même, elle a du mal. Elle avait expliqué un peu la situation. Et bon, parce que vous êtes là, on vous accorde. C'est quand même malheureux d'arriver à 74 balais, d'avoir travaillé et puis de te retrouver au secours pop comme une mendiante. Ouais, c'est dur. Ouais. Ça, c'est horrible. Horrible. On n'a pas le choix. Mais encore, toi, tu gagnes moins que moi. Moi, je gagne un peu plus. Et après, toi, tu partages en plus. Parce que tu as dit tout à l'heure, des fois, je prends des choses qu'on me donne et que je ne vais pas manger. Ah oui, mais c'est ça. Oui. Elle tombe du monde pour prendre, quoi. Elle partage, quoi. En plus. Ouais, c'est normal, c'est logique. Hein. Ah, quelle vie de con. Je mange pas beaucoup, mais je mange bien. J'essaye de me faire ce truc-là. J'aime bien la viande. Ça coûte cher, mais j'aime bien la viande. Je suis un carnivore. Et puis j'aime bien les glaces. J'aime bien le fromage. Avec un petit verre de vin. Rouge pour le fromage. Blanc avec le poisson. Mais voilà. Mais c'est... Manger, c'est vivre. Manger, c'est vivre. Quand tu manges bien, en général, c'est que tu vis bien. Quand tu vis pas bien, parce que t'as pas d'argent, parce que t'as pas les moyens, tout simplement. Je suis un peu ringue, moi. Je suis un peu ringue dans ce que je mange. Moi, j'aime bien les poules au pot, j'aime bien les bœufs bourguignons, j'aime bien les raclettes, j'aime bien les fondus, j'aime bien... Voilà, tout ça, j'adore. J'adore. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on était sur une grande table en bois, et le matin, au petit déjeuner, on avait du pâté, de la terrine, de la confiture, du beurre, du pain. Mais voilà,
Ouais, c'était chez moi, en Lorraine, ouais, bien sûr. Ces moments de repas, ces moments de partage, c'est des moments où les gens ne sont pas seuls. Donc, c'est tout bénef. L'alimentation est un vecteur d'intégration, comme un vecteur d'exclusion. Donc, si on ne propose pas des produits de qualité à ces gens-là, aux personnes qui sont plus en difficulté, on leur retire leur statut de consommateur classique. On va leur dire, ben voilà, ce que vous pouvez, les produits auxquels vous pouvez accéder, c'est ce qu'on vous propose par la filière classique de l'aide alimentaire. C'est des gros volumes de fabrication de produits pauvres en termes de qualité. Ce qui est en train d'apparaître dans l'aide alimentaire avec tous ces produits en fait déclassés et tout ce qu'on peut imaginer comme étant nocif pour la personne, toute la sécurité alimentaire, c'est de se dire on voulait aider pour pas que les gens meurent de faim et maintenant finalement on se dit est-ce qu'on va les faire mourir en les nourrissant? Et ça c'est extrêmement dur pour les bénévoles en fait d'apparaître là dans cette tension-là. Et là encore, on se pose la question du droit. On est dans l'urgence. Les bénévoles qui donnent de leur temps ne devraient pas être mis dans cette situation-là. Il devrait y avoir des produits fournis en quantité suffisante pour répondre à l'urgence auquel elles font face à la place de l'État. Moi, j'y suis allé une fois ou deux. Alors j'allais dans le 19e à Pantin, près de la porte de Pantin. J'allais au Resto du Cœur là-bas, quoi. Une distribution alimentaire, en fait, ça commence dans la file d'attente, quand c'est des gros centres. Et dans la file d'attente, il y a déjà énormément de pression, énormément de tension. La violence, ça va être le moment de l'étincelle où ça explose. Les 3/4 du temps, ça n'explose pas trop fort. Et de temps en temps, il s'agit d'un mot, il s'agit qu'une personne double. Et là, c'est l'explosion. Et cette tension, elle est liée à quoi? À la peur de ne pas être servi suffisamment, à la peur d'avoir moins, à la peur de ne pas être considéré, à la peur de ne pas être rentré, à l'énervement de s'être levé très tôt, par exemple, pour attendre. Donc il y a tout un tas de choses, en fait, qui déjà sont à la porte. Et puis, une fois qu'on rentre, on va avoir plus ou moins le choix de certains produits et on va avoir vu surtout passer devant nous des paniers confectionnés d'une certaine façon, plus ou moins lourds, et avoir eu des envies. Et quand ça va être notre tour, on n'a pas plus forcément les mêmes propositions parce que les produits tournent une fois qu'on a fini tel légume, on en met un autre pour essayer de pouvoir durer dans le temps. Donc il n'y a pas toutes les propositions en même temps. Et ça, c'est très difficile pour les personnes, que ce soit les personnes qui viennent pour chercher à manger ou que ce soit celles qui accompagnent donc les bénévoles pendant la distribution. Ça sent bon. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, madame, au revoir. Le droit à l'alimentation, tel qu'il a été défini au niveau est reconnu à partir des années 96 et défini par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, c'est toutes ces dimensions de culture, préférence alimentaire, c'est un accès digne à l'alimentation, un accès non discriminant. Et à ce moment-là, dans le droit international, les États ont l'obligation d'aller le plus rapidement possible et de progresser le plus rapidement possible entre le droit à être à l'abri de la faim, assurer le droit à l'abri de la faim, qui est un droit fondamental et il ne devrait jamais avoir d'atteinte, et vers le droit à l'alimentation. Là, on a toutes ces dimensions. Voilà, comment dans tout programme de lutte contre la précarité alimentaire, on n'est jamais que sur ce socle d'être à l'abri de la faim. Et en France, on reste sur une définition de précarité alimentaire qui est juste sur le minimal à assurer.
Tout l'enjeu, c'est comment l'aide alimentaire, c'est nécessaire, il faut de l'aide alimentaire, mais pour les situations d'urgence. Et comment on fait pour que les réponses sociétales n'institutionnalisent pas une urgence qui dure et vient générer toute la déstructuration des dynamiques justement de la nourriture. Donc comment on fait pour que de l'urgence, on verra sur des actions de long terme pour l'accès à l'alimentation et on articule ça dans la réponse sociétale. Le gaspillage alimentaire représente par an 10 millions de tonnes de nourriture. Suite au pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire de 2013, des startups ont vite compris qu'il était possible de créer un modèle économique gagnant autour du business anti-gaspi. Soutenus par les pouvoirs publics et des mécénats, ces nouveaux opérateurs complexifient l'échiquier en mettant tous les acteurs de l'aide alimentaire en concurrence sur l'accès aux subventions et aux ressources alimentaires. Si cette lutte contre le gaspillage témoigne d'une véritable prise de conscience, n'est-elle pas aussi le symptôme d'un désengagement de l'État dans la recherche de solutions autres que l'aide alimentaire ? Si on a un surplus alimentaire, on doit réduire le gaspillage. Si cette nourriture est bonne, qu'elle aille aux riches. Qu'elle serve à nourrir les cantines de l'Élysée, mais pas dans l'aide alimentaire. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison de réduire la production de ces déchets, puisqu'en plus, les gens vont être défiscalisés et aidés alors qu'ils devaient payer avant pour la destruction alimentaire. Donc finalement, on vient aider l'industrie agroalimentaire à avoir moins de frais de ce qu'elle gaspille, de ce qu'elle impose en termes de surproduction aux agriculteurs, pour le redonner aux personnes sans leur avoir demandé leur avis. Donc c'est à l'inverse, finalement, de ce qui pourrait être dans le respect de la dignité des personnes et qui pourrait permettre de se dire « Ah, on a compris, là, aujourd'hui, la violence qui était subie par ces personnes et on va les considérer autrement. » Au contraire, ça les assigne à quelque chose. Et ça, je pense que la loi Garot n'y a pas pensé quand elle l'a fait, parce que c'est une méconnaissance, mais qu'aujourd'hui, il faut le prendre en compte. Je vais m'approvisionner à l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, c'est bien parce que c'est des bons produits pour des prix dérisoires, à consommer, bien entendu, dans les plus brefs délais. Voilà. Mais du coup, tu es amené à manger des choses plutôt chouettes pour pas trop cher. Vous avez les deux paniers là? Oui. Est-ce que vous avez du frais? Non. Non, vous en avez là? D'accord. Oui, on va le sortir. Alors, 8 €. C'est bon. Et je vais vous rendre votre carte pour le mois de juin. Bah, c'est un petit peu l'hypermarché, voilà. Ça représente un petit peu l'hypermarché de l'extérieur, quoi. Donc ils font leurs courses et puis ils payent beaucoup moins cher certes, mais ils payent quand même. Ils choisissent. Voilà. Ça leur permet de garder une certaine dignité. Voilà. Mais c'est pas toujours facile pour certains de faire le pas là. Oui. Vous êtes dans une situation que vous n'aviez pas prévue, hein. Quand vous avez travaillé toute votre vie, que d'un seul coup, vous êtes dans une grosse difficulté, ça permet, mais il faut le franchir, quoi. Donc c'est aussi à nous de les accompagner. Voilà, les accompagner, les accueillir le mieux possible, sans arrière-pensée, sans jugement, sans... Voilà, quoi. Ça, ce genre de truc, il ne faut pas me montrer. C'est pas bon, ça? C'est trop bon, justement. C'est ça le problème. Je suis une grosse gourmande. Ça se voit d'ailleurs. Voilà. Mais la démarche est difficile pour eux aussi. Ouais. Hein, donc il faut qu'ils se créent d'abord un lien pour arriver à nous en parler, un climat de confiance. Et c'est là où... il y avait des larmes aussi, là. Ah, ouais. Les gens... La première fois, il y avait des larmes. Ah, ouais. La première fois, c'est pas évident pour ça. Alors, non, la démarche, c'est pas facile. Hein. Alors, ce qui fait mal, c'est des jeunes aussi, il y a beaucoup de jeunes. Avec un bébé, plus de boulot, ou X raisons, et des personnes âgées aussi. Des retraités. En retraite, et ils n'ont pas de quoi vivre. Hein, ça,
C'est un peu difficile quand même, hein, parce qu'ils ont bossé toute leur vie et puis... Des familles monoparentales. Monoparentales. Des familles monoparentales. Oui, puis des femmes qui se retrouvent seules. Voilà. Non, par contre, je veux du jus de fruits. S'il te plaît. Serre-toi. Comme ça, c'est quand j'avais pris de sans coloris, mais là, oh, comme ça. Attention, tu vas pas casser la bouteille, par contre. Non, je ne pense pas aller caler un feuille de paquet de pâtes. Vous avez votre petit sac? Oui, j'ai une grande poche. Tu veux la place? Fini. On est deux, normalement. Vous en avez 3, 4, puis 5. Et voilà. Hop, voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Une botte? Oui. Ensuite, Mais oui, c'est ma chérie. Attends, j'ai pas fini. Dire ma chérie. J'ai pas fini. Ah, mon petit cœur d'amour. Ça, c'est chaud. Il fait chaud. Bonjour. Bah oui. C'était assez intéressant de voir les liens qui se tissent entre des agriculteurs qui sont plutôt dans une situation économique un peu tendue, et puis une structure sociale qui s'adresse à un public en difficulté. Et donc, ces deux mondes se rencontrent et développent des actions qui ont pour objectif vraiment de permettre aux uns et aux autres de trouver une activité économique qui soit supportable et durable, puisque c'est vraiment l'objectif. C'est encore un métier, c'est une profession où il y a une culture. Je pense que chez les jeunes, ce sera différent, mais chez les anciens, même s'ils ont des petites retraites, ils ne veulent pas demander. Le petit marché qu'il y a là, le primeur là. Ah oui, le Elles sont à 3,90 le kilo et elles sont drôlement bonnes. Les cerises, vers l'épicerie là. C'est lui le moins cher de partout. Hein. Ici et ailleurs, des acteurs du monde agricole, social, mais aussi des citoyens, des habitants de quartier, ont décidé d'agir sur l'inégalité alimentaire pour remettre le mangeur au centre de la chaîne. Tisser des liens directs entre consommateurs et producteurs, réapprendre ou apprendre le temps d'une journée à se connaître, à s'entraider, mais aussi et surtout recréer des échanges là où il n'y en avait plus. Avec pour maître mot la convivialité, le partage, la solidarité. Le groupement des épiceries sociales et solidaires en Rhône-Alpes-Auvergne fédère 45 épiceries, dont un bon tiers aujourd'hui est en mixité publique. Elles accueillent à la fois un public orienté par les services sociaux et un public solidaire sans difficulté économique. C'est la dignité qui est au cœur de leur action. Faire connaître le dispositif, former les travailleurs sociaux et les bénévoles. Le GESRA s'est donné aussi pour mission d'améliorer la qualité des produits proposés aux personnes qui fréquentent les épiceries partenaires. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les échanges qui naissent entre ces deux mondes et l'enthousiasme. Moi, j'étais beaucoup frappé par la participation notamment des utilisateurs des projets qui sont mis en œuvre, par l'enthousiasme de ces personnes qui sont curieuses, ouvertes et qui vont au contact des agriculteurs pour échanger et puis pour trouver des astuces, des solutions, des modes de distribution qui puissent convenir et qui puissent être accessibles au plus grand nombre. Donc je trouve que la diversité des expérimentations est intéressante. Et on voit que les choses sont possibles. Je ne savais même pas que les épiceries solidaires existent. Pourtant, je ne suis pas bien riche et je me débrouille comme je peux pour faire tourner la baraque. Hein. Mais je ne savais même pas que ça existait. Donc, j'ai été fort surprise. La démarche du GESRA de proposer des produits qui soient un peu de plus haute qualité que juste des décharges de banque alimentaire, je trouve que c'est un projet que j'ai vraiment envie de soutenir. Parce que pour moi, par contre, de bien se nourrir, de se nourrir avec des produits de qualité, c'est aussi justement nourrir son être et nourrir une qualité intérieure. J'ai découvert que il y avait tout type de public qui allait dans les épiceries pour une durée plus ou moins longue selon les cas.
C'est toute la notion de solidarité, je trouve, qui est vraiment délicate et qui pour moi est importante. C'est que moi aussi, je crois que j'ai besoin d'aide. Et du coup, la solidarité, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un partage réciproque et une aide réciproque. Et du coup, l'économique vient soutenir ça, en fait. Et c'est pas... non, je suis pas dans le don, je suis pas dans le... si je faisais que donner, je pense que j'arrêterais au bout de quelques années, je serais épuisée de faire que donner. J'ai besoin aussi de recevoir. Pour moi, ça part vraiment d'un échange humain qui est donner et recevoir et donner. Et ça peut continuer. Vraiment, on est là, ils sont là pour passer une bonne journée, mettre les mains dans la terre, se détendre, profiter du cadre, des animaux, des plantes. Voilà, c'est vraiment... moi, je ne cherche pas du tout, je ne suis pas une assistante sociale, je suis juste une accueillante. Et j'accueille sur ma ferme, je suis une paysanne et voilà, je prends soin des gens qui sont là, ici et maintenant. Mais quand je vois ce qu'ils amènent à manger, parce qu'on fait un repas partagé à midi, je pense que en fait, ce n'est pas vraiment l'essentiel de leurs préoccupations dans le moment, quoi. Même la notion de prendre... Pour moi, on va plus loin, c'est déjà prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, au début, quand on est à court d'argent, je pense que ça passe pas par l'alimentation. En tout cas, c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti dans le public que j'ai reçu ici, quoi. On est labellisé bio, mais c'est une qualité de base pour nous. C'est vraiment pas un signe de qualité, de haute qualité. Donc pour nous, la qualité, elle va plus loin. Et c'est aussi la qualité humaine, c'est-à-dire travailler à plusieurs, s'entraider, embaucher du personnel, pas exploiter du personnel. Hein. Donc ça veut dire rémunérer les gens à peu près convenablement. Et puis dans une ambiance conviviale, parce que ça aussi, en fait, ça nourrit... c'est une nourriture qui est peut-être même plus importante que celle qu'on met dans sa bouche, ce partage-là. On est vraiment le début de la chaîne de la solidarité dans le vivant et dans la banque alimentaire, quoi. On la produit, alors ça serait dommage de nous exclure. Les industriels, eux, ils viennent au second plan, quoi. C'est une suggestion, peut-être, de l'afficher là pour que tout le monde sache, quoi, pas seulement une personne. Et rappeler ça, peut-être, je te laisserai. J'ai pas un kilo 7 parce que j'ai pas de graisse. Donc ça fait 3 kilos, 5 kilos. Et 1 kilo et 100 grammes de mâche. C'est un système de distribution, en fait. On avait les AMAP, par exemple. C'est un peu un système d'AMAP, mais l'AMAP est déjà exclusivement, quasiment tout le temps, travaillant avec l'agriculture biologique. Et puis, il n'y a pas le choix, parce que ce sont des paniers imposés. Nous, on a des familles de diverses cultures, de divers horizons, il peut y avoir des personnes seules, des personnes avec des grandes familles. Donc, il fallait qu'on s'adapte, finalement, à la demande et aux besoins des gens. Donc, c'est pour ça que le cabas des champs est beaucoup plus libre que ces paniers, que tout ça. Dans le sens où les gens choisissent la quantité qu'ils veulent de légumes par mois, quoi. Moi, je peux écrire une chanson si c'est pour être utile. Viens et moi, tu vas aller. Vous êtes assez là? Ouais, c'est bon. Les betteraves, il en reste? Qu'est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour... Combien? Donc, il y a les carottes qui mangent. On a écrit Il y a 500 grammes, logiquement, qui devaient rester. Oui, 500 grammes, j'aurais compris une commande qui était machin, mais... 400 grammes. 1 kilo de carottes qui manquent. Dans cette offre de service, il y a une multiplicité de gens. Il y a des enseignants qui viennent dans le quartier. Ça permet aussi à d'autres personnes de venir découvrir aussi un quartier comme Kéréderne. Et à contrario aussi, des gens qui ont de faibles revenus, qui peuvent... Et voilà, tous ces gens se rencontrent et puis travaillent aussi ensemble pour le choix, pour dire... Pour pouvoir interpeller un paysan parce qu'un jour, les carottes n'étaient pas terribles. Il y a une certaine liberté, un rapport de confiance entre tous ces acteurs-là qui changent complètement des épiceries sociales où là, on est vraiment dans l'urgence alimentaire, quoi, finalement. Là, non, c'est vraiment, on prend en main, c'est comme si on allait faire des courses, quoi, tout simplement, mais on paye le prix. Tiens, ici, un cabanon. C'est pas le sac Il va être 30.
Le 30, donc c'est ici. Ah bah, non, 35. La deuxième numéro est là avec vous. 36, 34. Tiens. Numéro 5, moi déjà. Voilà. Arrête, hein. Il y avait, tiens, tu vois, c'est celui-là auquel je pensais. Il y a beaucoup là en plus. Bonjour. 44. Alors, les 40, ils sont où déjà Donc ils viennent prendre une commande le deuxième jeudi de chaque mois. Pourquoi le deuxième jeudi de chaque mois? Parce qu'effectivement, on tourne aux alentours du 10, entre le 10 et le 15. Là où les prestations sociales sont tombées, où il y a encore un petit peu de sous dans les porte-monnaies. Et on livre le troisième jeudi de chaque mois, donc une semaine après. Parce que pour pouvoir aussi, certaines familles, les fins de mois sont un peu difficiles, au moins on est sûr qu'il y a encore des légumes frais à manger pour la fin du mois. Le consommateur paye le prix que le producteur va proposer, quoi. C'est vraiment un système, on met en lien des gens, quoi. Il n'y a aucun don, chose que l'aide alimentaire travaille beaucoup avec les dons des gens, des personnes, de la communauté européenne, etc., la banque alimentaire. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On paye nos factures, le centre social paye la facture aux paysans ou aux commerçants, et ensuite, il est revendu à prix coûtant, quoi. On ne fait pas de marge, c'est tout. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas de marge, puisque ce sont des bénévoles qui œuvrent tous les mois, quoi. Voilà. C'est la grande différence. Et surtout, par rapport à l'aide alimentaire, il y a le choix. Il y a le choix dans ce qu'on va consommer. Et ce sont des habitants qui choisissent ce qu'on va consommer ce mois-ci par rapport à la saisonnalité, par rapport à etc. Des joueurs de domino, il y a des bricoleuses, enfin ils appellent ça le club féminin. Enfin, et puis il y a une garderie là, pour les enfants. Et j'en passe, il y a plein de choses en fait. Je vous salue Marie. Merci. J'ai plus rien. Il y a des verres. Là où il n'y a pas de verre. Là, il y a quelqu'un là-bas aussi. Donc on est content de vous recevoir. C'est la première fois qu'on fait ça, un repas comme ça en invitant nos producteurs, avec nos partenaires du CIVAM aussi, avec lesquels on réfléchit à justement d'où proviennent notre nourriture, comment on peut se nourrir dignement. Et le Cabas des Champs, une illustration que dans nos quartiers, avec nos moyens, avec de l'énergie, on peut vraiment se nourrir sainement, avec des bons produits, sans toucher forcément beaucoup plus à son portefeuille. Depuis la rentrée, c'est vrai que ça a bien décollé, et grâce essentiellement à toute l'énergie des bénévoles. Alors vous avez de la salade de mâche et de betterave et de carottes de chez Thierry Guémel, à part le beurre et l'huile de la mayonnaise, tout est issu du Cabas. On les a reçus une fois, les paysans, dont Thierry, et on était allés visiter les jardins partagés. Et on faisait un petit peu route ensemble, et il me dit moi, je suis jamais venue dans un quartier comme ça, je connais rien. Combien ils paient de loyer, par exemple, les gens ici? Plein de choses, quoi, qu'ils ignoraient. Je me suis dit, c'est un échange. Nous, on ne connaît pas leur monde, et eux, ils ne connaissent pas ici non plus. Je trouvais que c'était très... Enfin, je trouve que c'est riche, quoi. Moi, à chaque fois que je le vois, et je le vois presque à chaque fois, depuis que c'est au centre social, là, pour l'accueillir, mais je sais pas, il semble heureux de venir de venir livrer. Sa femme est avec lui souvent, et ils ont des grands sourires, ils sont sympas, toujours. Oui, c'est une belle rencontre. Conjointement au Cabas des Champs, d'autres initiatives ont vu le jour sur le thème de l'alimentation et la recherche d'autonomie dans un quartier populaire. Jardin partagé, poulailler, four à pain, atelier cuisine pour les enfants, avec les légumes du Cabas. Et pour le Cabas, les enjeux sont nombreux. Comment renouveler les bénévoles? Comment trouver d'autres producteurs? Comment augmenter le nombre de commandes? Malgré les difficultés rencontrées, ces questionnements et ces actions ouvrent de nouvelles perspectives pour une démocratie alimentaire à venir.
Je me répète, mais c'est ça qui me touche. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui habitent à des centaines de kilomètres de chez toi, te demandent ce que tu bouffes et comment tu vis, toi, à la capitale? Alors que nous, on passe notre temps à s'en foutre de comment ils se cassent la gueule chacun dans leur pâturage. Et donc, je trouve pas ça très... Je trouve pas ça très droit. En fait, l'appauvrissement de l'agriculture, c'est ça. C'est la disparition des gens. Ceux qui restent, on te donne l'impression d'être riches. Tu les vois sur des beaux tracteurs, tu les vois s'agiter 80 heures par semaine, donc tu n'as pas idée, dans des grandes fermes, des bâtiments, des cathédrales, avec le robot de traite au milieu là, qui sert d'hôtel pour la messe à dire. Qui va être capable de payer pour avoir le bail ou de les acheter tout simplement. Et on a le cas là qui commence à arriver, ce sont des industriels. Des industriels qui investissent, qui mettent des gérants en place, et puis voilà. La boucle est bouclée, quoi. Pourquoi on ne prend pas du temps, nous qui nous prétendons vertueux, à réfléchir à ce que l'industrie de production, de transformation et de mise en marché ressemble à ce qu'on voudrait, quoi, à ce qu'on fait, nous, sur nos fermes en circuit court. Pourquoi est-ce que la transformation laitière, par exemple, doit être obligatoirement la forme qu'elle a aujourd'hui, du cracking du lait, tu vois, on casse les molécules, on reconstruit après, on ultra-transforme des produits, ça coûte cher, on ne sait plus ce qu'on bouffe à la fin, on déforme les goûts. Entre-temps, on a tellement divisé le travail qu'on ne sait plus comment payer les gens et on ne sait plus comment les soigner qui bossent dans ces usines-là. Il y en a de moins en moins. Tu vois, est-ce que l'industrie doit nécessairement ressembler à ça? Ou est-ce que, pour nourrir les villes, on ne peut pas concevoir des usines de transformation, des fermes assez grandes, sur lesquelles il y aurait plus de travail probablement incarné? Mais il faut qu'on réfléchisse à ça. Il ne faut pas qu'on dise, avec des circuits courts, ma petite charrette et mes 3 laitues, je vais aller à Paris tous les jours nourrir les Parisiens. C'est un gag, c'est une blague, ça. Et les mecs en Champagne, si tu attends d'eux, qui transforment leur ferme céréalière de 1000 hectares pour faire du yaourt et nourrir Reims et puis Paris, ça va prendre un certain temps, quoi. Alors là, les circuits courts. La bio, tu veux améliorer les choses? Ah bah oui, bah, t'as qu'à faire comme moi. Ah ouais, bah, moi oui, tu peux faire comme moi j'ai gagné ma vie. On ne serait pas obligé aujourd'hui d'aller tous dans le même sens. Et puis on aurait recréé sur le terrain peut-être un peu plus de petites structures, un peu plus à travers la plus-value, un peu plus de social aussi, un peu plus d'économie. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est autrement plus complexe que dans les années 60. Je ne dis pas qu'elle était simple dans les années 60, mais on va dire les paramètres à remplir étaient relativement bien identifiés. Aujourd'hui, les paramètres sont beaucoup plus nombreux, l'instabilité beaucoup plus grande. On n'a jamais eu autant besoin d'une politique commune, en fait, en matière agricole et alimentaire. Et au final, on a des responsables qui restent dans une logique purement économique. En fait, il faudrait savoir ce que veulent réellement les gens de l'agroalimentaire et nos politiques. C'est là tout le problème. Je dirais que tout ne tourne pas autour de ça, mais il faudrait quand même qu'on sache ce qu'ils veulent réellement. Est-ce qu'ils ne veulent plus que finalement des grosses exploitations et puis qu'on fabrique des produits bas de gamme pour l'industrie? Et puis est-ce qu'ils veulent encore d'une agriculture sur le territoire? Tout à fait réfléchir à une politique publique qui soit au sein de la PAC, aussi à destination du mangeur, et pour pouvoir lui permettre de se nourrir sur des critères de qualité et de respect de l'environnement. Et au final, ce système d'aide profiterait aux agriculteurs bien plus qu'un système qui passe par l'industrie. Et là, on aurait un système qui à la fois redonnerait du crédit de la politique publique et montrerait concrètement aux consommateurs l'enjeu d'une alimentation de qualité, puisqu'on pourrait orienter ces programmes pour pouvoir qu'ils soient incitatifs et un peu pédagogiques pour pouvoir permettre aux gens de choisir leur alimentation et pas leur imposer par un dispositif ou un autre. Et
sur l'autre levier, à l'autre versant, limite, les paysans qui ont envie de bouger. Et au final, je pense que tout le monde se retrouverait autour d'une même politique et ça permettrait de vraiment partager l'alimentation. Et finalement, on passerait d'une politique agricole commune à une politique agricole et alimentaire commune. À la fin de la guerre, dans des conditions très précises, des rapports de force qui avaient changé entre ceux qui tenaient le pouvoir et ceux qui fabriquaient la richesse. Mais on a mis en place la sécurité sociale de santé. Et ça fonctionne. C'est ce qui marche en France aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de pays qui nous envient notre façon de nous soigner. On pourrait bâtir une politique alimentaire de ce type-là, tu vois, qui serait sous forme de cotisation, de taxes sans doute, ou d'impôts, prendre une partie de la production, et puis dire sur une forme de carte vitale, par exemple, on donne... Enfin, je ne vais pas dire ça au hasard, parce qu'on y a quand même un peu réfléchi, mais 150 balles par mois à chaque Français. Tout le monde. Ce n'est pas une politique pour les pauvres, ceux qui auraient besoin d'assistance. Non, c'est à tout le monde. On donne ça, et puis on conventionne. À côté, des endroits où, avec ta carte, tu peux aller te nourrir. C'est-à-dire, on conventionne des producteurs, des distributeurs, enfin des transformateurs aussi, sans doute, et des distributeurs. Et dans ces lieux de conventionnement, moi, c'est là que je vois où pourrait se loger la démocratie, c'est-à-dire l'endroit où celui qui va consommer et celui qui produit, par obligation, vient rencontrer... Alors après, il y a une question d'échelle, quels lieux de vie sont concernés par cette convention. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est... En plus, c'est pas incompatible, la France, plus près de chez toi pour certaines choses, etc. Voilà. C'est à mettre en œuvre, le paysan... le producteur, pardon, et le consommateur, le citoyen et le paysan, face à face, disant, voilà, est-ce que tu acceptes un minimum de glyphosate dans tes urines, et toi, est-ce que tu acceptes de ne pas gagner autant que moi, de travailler plus d'heures, tu vois, des négociations de ce type-là. Viens chez moi, je t'invite à bouffer, et puis on commence à discuter sérieusement autour de la table. Et là, aujourd'hui, c'est impossible, c'est contenu dans la loi, et c'est la politique publique qui nous empêche ça. En 1960, une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays, celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l'agriculture ne l'a pas tenue. Aujourd'hui, nous sommes loin du compte, puisque nous sommes de plus en plus nombreux à être insatisfaits de notre alimentation. Et c'est une politique publique coûteuse qui, année après année, provoque et entretient ce ressentiment. La croissance de l'aide alimentaire est un symptôme de l'échec de cette politique, qui appauvrit à la fois les consommateurs et les producteurs. Pour ceux-ci, nourrir leurs concitoyens est devenu une tâche peu satisfaisante. Comment rendra-t-on cela acceptable pour ceux qui gagnent mal leur vie sur leur ferme et ceux qui ne mangent pas ce qu'ils souhaitent? Aujourd'hui, une place à table pour chacun est un droit bafoué. Demain, une place à table pour tous va relever d'une véritable démocratie alimentaire, prenant en compte les désirs de tous d'accéder à l'ensemble des qualités de la nourriture. Un petit oiseau qui se pose sur le dos de ma main. J'écoute la vie qui chante, les arbres qui dansent dans mon sein. J'ai plus d'amour qu'une merlouve. Je suis une femme de sens et de satin. Je sais que la vie qui coule n'est pas d'eau fraîche, mais j'ai des trucs pour la changer, des tas d'astuces pour vous désaltérer. Et par les nuits de lune, je récolte sous la brume herbe magique, petit brin de rien pour agrémenter vos festins. Je sais que l'amour, ça se fait à deux. Mais pourquoi se contenter de si peu? Moi, je vous le cuisine en grosse gamelle pour en remplir vos écuelles. Ça fait bien plus d'un heureux et je trouve ça bien plus généreux. Et maintenant, mesdames et messieurs, que mes herbes magiques attisent vos sens et que le festin commence. Une bête plichadure, elle envole la bichon, hors vers mon île, dans le bagné. Je papa l'un du bébé, je papa l'un du bébé.